L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci d'avoir choisi Africable Télévision pour vous informer. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information, les titres de ce journal. Dans l'actualité, Uhuru Kenyatta investi président du Kenya en jurant allégeance à son pays. Il est devenu à 51 ans le plus jeune chef de l'État kenyan. Cependant, la Cour pénale internationale le soupçonne de crimes contre l'humanité. 3 mois après le lancement de l'opération Serval, l'on note un début de retrait des troupes françaises du Mali, une réduction des effectifs français qui coïncide avec le démantèlement de caches djihadistes à Gao et le déploiement du bataillon ivoirien. Et puis l'actualité sportive de cette édition avec Mardi Sport en Ligue des Champions. Les Burkinabés de l'Asfa Yenega ont été éliminés par les Algériens de l'entente Sétif. Et en Coupe de la Confédération, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa ont dominé le RCK du Burkina Faso. Pour plus de détails, nous recevons sur ce plateau Yacouba Dansogo. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue sur Africable Télévision. L'investiture d'Uhuru Kenyatta en jurant allégeance à la République du Kenya, Uhuru Kenyatta est devenu à 51 ans le plus jeune chef de l'État du Kenya. Cependant, la Cour pénale internationale le soupçonne de crimes contre l'humanité. Quoi qu'il en soit, pari réussi pour celui qui devient donc le 4e président du pays. Uhuru Kenyatta prend le pouvoir 50 ans après son père. L'engagement politique d'Uhuru Kenyatta, c'est un peu une histoire de famille. Une figure paternelle imposante, Jomo Kenyatta, premier président du Kenya. Uhuru Kenyatta suit la même voie, de responsabilité politique en ministère, puis adjoint du Premier ministre Raila Odinga, son futur adversaire dans la présidentielle. Autre avantage de Kenyatta, son ethnie, les Kikuyu, la plus importante du pays. Et dans un Kenya rongé par les rivalités ethniques, Uhuru Kenyatta s'est fait stratège, choix de William Ruto pour colistier, qui fait partie, lui, des Kalenjin, autre ethnie importante. Kenyatta et Ruto étaient rivaux lors de l'élection de 2007. En faisant cause commune, ils réunissent deux ethnies très importantes, les Kalenjin et les Kikuyu, et ils ont le soutien d'une large coalition. Alors, parcours politique sans faute? Pas forcément. Il y a un an, la Cour pénale internationale l'a inculpé avec Ruto. L'accusation? Avoir fomenté les violences post-électorales de 2007-2008, violences qui ont fait plus de 1000 morts. Mais cette accusation, le nouveau président kényan la réfute. Nous portons tous nos efforts sur la construction d'un nouveau Kenya, un Kenya prospère. Nous nous efforçons de résoudre les principaux problèmes de ce pays. Ce n'est pas la CPI qui va donner des emplois aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, ou qui va développer notre pays et notre économie. Et ce n'est pas la seule inquiétude pour Uhuru Kenyatta. C'est un des hommes les plus riches du Kenya, sa famille possède d'immenses terres, mais des rumeurs d'acquisition douteuses persistent sur son patrimoine terrien, rumeurs relayées par ses opposants. Vous ne pouvez pas confier à une hyène la protection de vos chèvres. Jusqu'à cet instant, mis à part ces rumeurs, personne, je dis bien personne, n'a pu affirmer que j'ai été impliqué de façon inappropriée dans des terres, où que ce soit dans ce pays. Uhuru Kenyatta nie toutes ces accusations, mais il a quand même promis de se rendre à la CPI, à La Haye, pour, dit-il, être lavé de tout soupçon et éviter à son pays une rafale de sanctions internationales. Prestation de Uhuru Kenyatta. Pour en parler justement, nous sommes en ligne de Londres avec Maître Mamadou Ismaël Konaté. Maître, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la prestation de serment d'Uhuru Kenyatta peut influer sur la décision de la Cour pénale internationale? Je ne suis pas sûr du tout, aussi bien que l'élection que son installation officielle aujourd'hui ne peuvent avoir un impact sur le cours normal de la justice. Il faut rappeler simplement que la Cour pénale internationale est une institution judiciaire donc qui est d'abord indépendante en elle-même,
mais en même temps qui est aussi indépendante de tous les pouvoirs qui peuvent éventuellement y avoir, y compris aujourd'hui le pouvoir d'un nouveau président fraîchement élu au Kenya. Donc ma réponse est claire, cela ne peut avoir aucun impact sur le cours normal de la justice qui est aujourd'hui en cours au sein de la Cour pénale internationale. Puisqu'il est déjà inculpé, quel impact cela peut-il avoir sur son mandat? Alors, je suis presque certain que cette inculpation qui est effective aujourd'hui aura sans doute un impact sur le mandat. Alors, il faut rappeler simplement qu'aujourd'hui même qu'il a été installé, nombreux ont été les chefs d'État, à l'exception de ceux d'Afrique d'ailleurs, qui ne sont pas venus massivement. Tous les chefs d'État européens qui ont un axe de coopération relativement important avec le Kenya aujourd'hui se sont abstenus de venir au Kenya pour assister à la cérémonie d'intronisation du président Uhuru Kenyatta et en même temps ont plutôt accepté d'être représentés au niveau ambassadeur, ce qui est le niveau le plus bas à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est qu'on peut se poser un certain nombre de questions justement par rapport à ce président nouvellement élu, qui a quand même affirmé solennellement qu'il va coopérer avec la Cour pénale internationale, et coopérer avec la Cour pénale internationale pour un président de la République et même pour un citoyen qui fait l'objet d'une inculpation, c'est de répondre éventuellement aux convocations en vue d'être interrogé, c'est de répondre éventuellement aux convocations en vue d'être confronté, et dans l'hypothèse du Kenya, probablement avec des citoyens kenyans. Ce qu'il faut indiquer aujourd'hui, c'est qu'on est dans un processus kenyan qui a permis à un homme de se hisser au plus haut sommet pendant qu'il faisait l'objet d'une poursuite. Bien évidemment, la question est plutôt morale, elle n'est pas juridique. Fallait-il oui ou non le laisser aller jusqu'à ce niveau? Lui-même devrait-il oui ou non arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est une question d'appréciation personnelle, c'est une question de libre arbitre. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité du président kenyan est totalement engagée dans le cadre de cette poursuite de la Cour pénale internationale. Maître Mamadou Ismaël Konaté depuis Londres, merci. Merci, au revoir. Je rappelle que Maître Mamadou Ismaël Konaté est avocat inscrit à la CPI, la Cour pénale internationale. Nous poursuivons avec l'actualité. 3 mois après le lancement de l'opération Serval, l'on note un début de retrait des troupes françaises, une revue à la baisse des effectifs qui coïncide avec le démantèlement de caches djihadistes à Gao et le déploiement du bataillon ivoirien. Sékou Tangara. Les premières unités de l'armée française, soit une centaine d'hommes, ont été retirés du Mali et sont arrivés hier lundi à Paphos à Chypre. Ce retrait intervient 3 mois après le début de l'opération Serval le 11 janvier dernier, visant à recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Avant de revoir à la baisse son effectif, l'armée française a lancé dimanche au nord de Gao, Gustave, une vaste opération de démantèlement de caches djihadistes qui a permis de saisir un important lot de munitions et d'armes de guerre, 340 obus aux roquettes de gros calibre sommairement cachés sous des acacias. L'opération Gustave, qui est la plus importante en termes d'effectifs engagés depuis le début du conflit au Mali en janvier, mobilise 1 millier d'hommes. Pendant ce temps, à Lomo, à 200 km au nord d'Abidjan, des exercices militaires franco-ivoiriens se sont achevés et verront le déploiement au Mali de 235 soldats ivoiriens, un bataillon logistique à la force africaine au Mali. Actualité au Mali toujours. Le Premier ministre Django Sissoko s'est rendu ce mardi à Banamba, dans la région de Koulikoro, où sont basés des militaires nigérians, membres de la mission de soutien au Mali, MISMA. Il s'agissait à travers ce déplacement de remercier les efforts consentis par les troupes nigérianes dans la lutte contre les groupes armés présents au Mali. Le chef du gouvernement malien, à la tête d'une forte délégation, a remis 2 bœufs aux forces armées et une enveloppe. À l'issue de la visite, Django Sissoko s'est dû rassurer par cette démonstration nigériane. Écoutons-le au micro de notre envoyé spécial, Aminata Mariko. Je suis venu effectivement rendre visite au contingent nigérian de la MISMA. J'ai trouvé ici un climat qui me rassure.
trouvé ce contingent s'est adapté très rapidement aux conditions du milieu. Il s'est parfaitement entendu avec et les populations de Banamba et les autorités administratives de la région de Koulikoro. C'est-à-dire le gouverneur de la région, et le préfet de Banamba et le maire de Banamba et tous leurs collaborateurs. Et ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu me rassure. Et je dirais même que c'est un exemple réussi d'intégration, de soutien, de solidarité à l'endroit du peuple malien qui traverse, comme vous le savez, une grave crise. Et c'est pourquoi je veux remercier, au nom du président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, de toutes les institutions de la République du Mali, et à mon nom propre, le contingent de la MISMA qui est ici, et la MISMA, et surtout la CEDEAO. La CEDEAO, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, qui est le président en exercice de l'organisation, de notre organisation commune, et les deux médiateurs. L'Organisation internationale de la francophonie a suspendu ce lundi la République centrafricaine de ses instances pour dénoncer le coup d'État de la Seleka. Le commentaire est signé Kolsi Angarsou. Cette suspension de la Centrafrique des instances de la francophonie est conforme aux dispositions du chapitre 5 de la déclaration de Bamako qui condamne toute prise de pouvoir par les armes dans les pays membres. L'organisation francophone appelle les nouvelles autorités centrafricaines à appliquer les décisions de l'Afrique centrale en vue d'une transition politique. L'ancien ministre belge des Affaires étrangères Louis Michel, envoyé spécial de l'OIF, souligne qu'il s'agissait d'une suspension temporaire conditionnée à l'évolution de la situation à Bangui. On va expliquer évidemment au pouvoir en place pourquoi la déclaration de Bamako laisse vraiment peu de place à une solution souple. C'est évident que coup d'État signifie suspension. Cette décision sera examinée par le Conseil de l'OIF lors de sa prochaine session fixée au 28 juin. Ce n'est pas la première fois que la francophonie suspend un pays membre de ses instances pour des dérives démocratiques. En 2012, c'était le Mali, au lendemain du renversement du régime du président Amadou Toumani Touré par une junte militaire. À présent, la suite de l'actualité dans le monde, notamment en France, au Royaume-Uni, avec Abdoulaye Kone. Toujours secoué par l'affaire Cahuzac, l'exécutif cherche coûte que coûte à redresser la barre. Matignon annonce un projet de loi sur la moralisation de la vie politique française. Mais déjà, certains politiques, bonne foi oblige, communiquent l'état de leur patrimoine, leurs avoirs, mais aussi leurs créances. Brandissant le principe de non-ingérence, le président congolais Denis Sassou Nguesso, reçu lundi par François Hollande, a dénié à la justice française le droit d'enquêter sur les biens mal acquis. Ce que nous voulons rappeler, c'est que le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures, a déclaré le chef de l'État congolais à l'issue d'un entretien de plus d'une heure avec son homologue français. Au Mali, le chameau de François Hollande finit à la casserole. Le cadeau de bienvenue que le président français avait semblé apprécier était finalement resté au Mali. Le camélidé, qui n'aura pas eu la chance de goûter aux délices d'une pension complète dans un zoo français, a été dévoré. Aucune précision n'a été apportée sur la recette du tagine local. Margaret Thatcher divise la presse comme l'opinion. De nombreux éditorialistes du vieux continent mettent l'accent mardi sur le fait que l'ex-premier ministre britannique décédé lundi symbolisait un ultralibéralisme dont les échecs sont avérés, notamment à la lumière de la crise actuelle en Europe.
Et puis du sport, du football, J-1 avant le quart de finale, retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. À la veille de cette rencontre décisive, la principale information est la vraisemblable non-titularisation de Léo Messi. L'attaquant argentin a 50% de chances de se blesser à nouveau s'il participe à la rencontre de mercredi. Merci à Abdoulaye Kone pour ce tour d'horizon de l'actualité. Comme tous les mardis, nous recevons sur ce plateau Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Yacouba, bonsoir. Bonsoir, Djivrila. Le week-end écoulé a été dominé sur le continent par les matchs retour des 16e de finale des compétitions interclubs. En Ligue des Champions, les Burkinabés de l'ASFA Yenega ont été éliminés par les Algériens de l'Entente Sétif. Oui, le champion burkinabé n'a pas fait le poids au stade du 8 mai face à Sétif. Défaite donc des Burkinabés 4-2. C'était dimanche dernier. Qu'il pleuve ou qu'il neige, en temps sportif de Sétif contre l'ASFA Yenega, le match s'est joué au stade du 8 mai dans un environnement typiquement algérien et sous la direction technique d'un trio mauritanien. Dans le désert du milieu de terrain burkinabé, les Sétifiens se le régalent. À la 24e minute, c'est Mohamed Aoudia qui tombe le match aller qui enclencha le festival but. Et comme la réplique des visiteurs tarde à venir, l'Aïd Madouni joue des mains et des pieds pour inscrire le deuxième but de l'entente sportive de Sétif. Dès lors, la courroie de transmission de l'ASFA Yenega a pris foi. 2-0 et le score à la pause. Malgré la présence d'un vieux briscard, Mohamed Kaboré dans les 7m32 est conduite par Hamza Ouedraogo égal à lui-même concède 2 autres buts. Des buts d'école qui ne souffrent d'aucune contestation. Donc, un doublé de l'Aïd Madouni. Ça fait 4 buts à 0. Marou Nebi appelé enfin au secours demande qu'il avait sa place dans le 11 de départ. Et c'est au moment où l'on s'attendait le moins que l'ASFA Yenega donne des signes de vie. Sur un coup franc osé de Mohamed Kaboré, 88e minute, et une conclusion d'une offensive rarement vue pendant les 90 minutes, réussie par Simplice Yamego à la 89e minute. Un réveil bien tardif qui n'est pas fait pour arranger les choses. Score final 4-2 pour l'entente sportive de Sétif, qualifié pour les 8e de finale. Donc Yacouba, plus de clubs burkinabés en compétition, puisque en Coupe de la Confédération, le RCK a été dominé également par l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Oui, c'était au stade Robert Champrou de Marcory. Nous sommes cette fois-ci à Abidjan. Eh bien, le Rail Club de Kadjogo, dernier représentant burkinabé en Coupe africaine, a été donc écarté par le club ivoirien l'ASEC Mimosa. Voyons le résumé de ce match avec nos confrères de la première chaîne ivoirienne. Revanchard après sa défaite à domicile lors de la manche aller, le Rail Club du Kadjogo accule très vite l'ASEC Mimosa. La première occasion nette est du reste pour les Burkinabés. Blaise Nebnouna Yameogo est bien décalé, mais il enlève trop sa frappe. Les visiteurs contrôlent la partie. Le tir du même Blaise Nebnouna Yameogo est repoussé par Sylvain Kobena. André Yameogo a bien suivi et il trouve Rasmane Diabra qui plante le premier but de la rencontre. La machine de l'ASEC Mimosa ne tourne pas bien et dès la 37e minute, Siaka Traoré sort Ibrahim Nabi Kone. 2 minutes après ce changement, Hugues Evrard Zagbayou se déporte à gauche. Sur son passement de jambes, il y a Traoré. Kamba Siba indique le point de pénalty. Davy Kofi Bois a la bonne idée de lui tirer en force et malgré l'opposition de Diarra Mohamed Larré, il égalise. Un but partout à la pause. En deuxième période, la défense de l'ASEC est piégée par un ballon dans le dos. Jamal Ilepedjou reprend de peu à côté. 61e minute, les Burkinabés combinent bien et Blaise Yameogo est servi, il marque. Mais l'arbitre invalide le but pour une position de hors-jeu.
Justifié, il était bien en position avancée. ASEC Kadiogo, un but partout, l'essentiel était la victoire et la qualification pour les huitièmes de finale. Yacouba, nos téléspectateurs vont vous retrouver ce soir sur Shoot. Qu'est-ce que vous avez au menu pour eux? Alors, nous ferons le point complet de ces deux compétitions, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Bien évidemment, il y aura au menu d'autres informations encore plus intéressantes que nos téléspectateurs pourront quand même voir sur Africable Télévision. C'est tout à l'heure à 22h15 dans l'émission Shoot. Merci Yacouba pour toutes ces précisions. Merci. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.